Alors Emmanuel Macron, c'est à la fois une continuité et une dégringolade. Ou un glissement, si on veut être plus gentil. La continuité, et il faut la souligner, parce qu'il s'est quand même présenté comme étant l'homme des temps nouveaux, comme l'homme de la rupture en réalité. Macron n'est que le xième avatar de la figure du thermidorien, de l'extrême centre, donc ces thermidoriens de la fin de la Révolution française qui transforment une élite révolutionnaire en classe politique professionnalisée et qui prétend gouverner la France à l'extrême centre, pour reprendre une formule en usage, et qui a notamment, cette continuité a bien été mise en évidence par l'historien Pierre Cernat. Macron est le xième avatar de ce répertoire, de cette veine politique en France, qui a donné lieu successivement à Napoléon Ier, aux Saint-Simoniens, à Napoléon III, à tout un gouvernement technocratique que l'on voit fleurir dès l'entre-deux-guerres, qui d'une certaine manière a été sous-jacent au vichisme, ou en tout cas certains courants de l'État de Vichy, mais également à la technostructure de la 4ème République, ou au grand mouvement de réforme amorcé par le général de Gaulle. Donc là, ce positionnement de l'extrême centre est assez ambivalent politiquement, même s'il a un dénominateur commun, c'est un petit peu l'autoritarisme réformateur. On fait le bien du peuple contre la volonté éventuellement du peuple qui n'y comprend rien. Bon, un peu la figure du Gaulois réfractaire sur laquelle a essayé de prospérer Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, donc, c'est une continuité, parfois revendiquée, cette espèce d'imaginaire de la France éternelle, le Mont-Saint-Michel, Notre-Dame de Paris, etc. Mais c'est aussi une dégringolade, parce que très rapidement, eh bien, il a basculé à droite, et dans une droite, alors qu'il prétendait dépasser la droite et la gauche, faire du en même temps. Très rapidement, dès l'été 2018, notamment avec l'affaire Aquarius, on a vu qu'il penchait à droite, et même très à droite. Et là, on a peut-être commencé à relire certaines de ses déclarations pendant sa pré-campagne électorale en 2016, sa visite au Puy du Fou de Philippe de Villiers, l'hommage à la pucelle d'Orléans, la nostalgie de la monarchie, nous serions affligés en tant que Gaulois réfractaires. Donc il y a une espèce de remugles d'un imaginaire national assez ranci, dans lequel Macron s'est crispé avec des épisodes que nous connaissons bien, le court-circuitage systématique des corps intermédiaires qui débouche sur le mouvement des Gilets jaunes, puisque tous les warnings ont été désamorcés, l'affaire Benalla, et puis cette attitude très viriliste, très machiste, très provocatrice, dont il vient encore de donner un exemple affligeant avec ses remontrances à l'encontre des dirigeants d'Afrique de l'Ouest qui nous ont gentiment éconduits ces dernières années, en grande partie du fait d'ailleurs de ses propres bêtises diplomatiques. Donc c'est un style qui, insensiblement, d'année en année, renoue avec un style populiste, souverainiste. Il ne s'agit pas comme ça d'utiliser de manière un peu facile, un peu polémique le terme de fascisme, qui est un concept, mais également une réalité historique très complexe, parce que le fascisme, on pense d'abord à Mussolini. Bon, le national-socialisme, c'est encore autre chose. J'essaie d'utiliser cette notion, notamment dans le dernier texte que vous avez publié, du point de vue de la sociologie historique et comparée du politique, c'est-à-dire véritablement comme un concept. Et je reprends une méthode que j'avais précisément déjà utilisée avec Thermidor, quand j'avais qualifié de thermidoriens les révolutionnaires, par exemple russes, ou chinois, ou vietnamiens, ou cambodgiens, qui cherchaient à garder le pouvoir que la révolution, ou qu'ils avaient conquis à la faveur de leur révolution, il y a déjà de nombreuses décennies, mais qui cherchaient à libéraliser économiquement dans une certaine proportion leur pays, donc garder le pouvoir, reproduire son propre pouvoir, en se professionnalisant comme classe politique, mais également comme classe dominante et en faisant main basse
sur la ville. Donc ça, Thermidor, le Thermidor de la Révolution française, nous permet de construire un paradigme du thermidorien. Et de la même manière, je vais prendre une définition du fascisme que je vais emprunter à des auteurs italiens, parce qu'ils sont finalement les mieux placés peut-être pour réfléchir sur ce qu'a été historiquement le fascisme, Umberto Eco, mais également Antonio Scutari, qui vient de publier un long roman documentaire, M naturellement pour Mussolini, et qui s'appuie sur un corpus de documents historiques dont il a une parfaite maîtrise, mais qui cherche à articuler ces documents historiques à un récit qui est un récit presque romanesque, c'est-à-dire essayer d'imaginer ce qui se passe dans la tête de Mussolini, qui d'ailleurs, un peu comme Macron, est un véritable personnage de roman. Et vous savez que Macron lui-même s'est présenté, ou s'est laissé présenter comme un personnage de roman. Et ces auteurs italiens insistent sur le fascisme comme populisme souverainiste. Et même Scutari dit, dans Mussolini, il y a deux réalités. Il y a le fascisme avec sa violence, mais il y a également le populisme comme style politique et notamment comme style de langage, un langage très concis. Et Scutari voit même dans le journaliste Mussolini, avant qu'il ne prenne le pouvoir, l'inventeur de ce qu'on appelle aujourd'hui le tweet. Bon. Et ce qui m'intéresse, c'est beaucoup plus le Mussolini populiste, le Mussolini publiciste, journaliste, qui séduit l'Italie. Il ne la violente pas simplement par la violence des squadrilles, mais il la séduit par son verbe, par sa syntaxe très pauvre et par, en quelque sorte, si vous me pardonnez l'anachronisme, par ses tweets. Bon. Et Mussolini, c'est quelqu'un qui relève de ce qu'on a qualifié de modernité réactionnaire, c'est-à-dire qu'il met en œuvre l'attachement au passé, à la grandeur de l'Empire romain, les valeurs d'une Italie prétendument éternelle. Mais d'un autre côté, c'est un homme qui est séduit par le message des futuristes, Marinetti et tous ses collègues, qui insistent sur la modernité, sur la vitesse, sur la beauté de la guerre, sur l'aviation, etc., etc. Et je pense que ce paradigme, ainsi compris du fascisme ou de la modernité réactionnaire, hein, que l'on retrouve, mutatis mutandis, avec la révolution conservatrice et le nazisme en Allemagne, ou encore avec le kémalisme en Turquie, je trouve que ce paradigme nous dit beaucoup de Macron, mais également de ses congénères, comme par exemple Giorgia Meloni en Italie. Il y a quelque chose qui est extrêmement frappant, ce sont les épousailles entre cette sensibilité populiste et souverainiste qu'incarne par exemple aux États-Unis Trump et les grands patrons de la tech moderne, à commencer bien entendu par Elon Musk. Bon. Mais ça n'est pas simplement un phénomène nord-américain, où effectivement toute la haute technologie du capitalisme américain devient trumpiste, exactement comme tous les grands barons de la grande industrie allemande, ou comme le patronat italien, se sont résignés au national-socialisme ou au fascisme. Et la manière dont Macron, par exemple, depuis pas mal d'années, accueille en fanfare Elon Musk, ou le flirt très poussé entre Elon Musk et Giovanni et Giorgia Meloni, nous en disent beaucoup sur cette modernité réactionnaire immédiatement contemporaine. On a aujourd'hui cette espèce d'abstraction d'extrême droite qui consiste à dire le problème c'est l'immigration. Et cette abstraction, elle est de plus en plus assumée par, non pas simplement l'extrême droite, mais également par la droite et même par une partie de la gauche. Et de ce point de vue, c'est la grande victoire posthume de Jean-Marie Le Pen qui vient de mourir. Son hégémonie, son projet hégémonique s'est installé dans les consciences. Et nous avons tous, par référence à la pièce de théâtre de Ionesco, nous avons tous une corne de rhinocéros qui nous pousse au bout du museau. Bon. Donc si la gauche veut répondre à cette inquiétude ou à ce désarroi
d'une large part de la population française, elle doit proposer sa propre abstraction du politique. Il y a un paradoxe dans l'histoire du 19e ou du 20e siècle, c'est que l'un des grands mouvements sociaux et culturels de notre époque, depuis 2 siècles, ce sont les migrations. Les migrants se comptent par dizaines de millions depuis 2 siècles. Et il est très étrange que cet énorme mouvement social ait pu donner lieu à des mouvements, à des mobilisations très circonscrites et souvent très efficaces, ou ait pu donner lieu à des formes d'organisation extraordinairement sophistiquées pour assurer la circulation des migrants en dépit des politiques de prohibition de l'immigration et de répression, Frontex, etc. etc. Les migrants déploient une inventivité extraordinaire pour déjouer les obstacles criminels qui sont opposés à leur circulation.